Et pour ce débat, on accueille Arthur Delaporte. Bonjour, merci d'être là, député socialiste du Calvados. Et Louis Vogel, bonjour. Merci également d'être avec nous, sénateur Les Indépendants de Seine-et-Marne, membre d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Arthur Delaporte, les socialistes se rendront donc demain à Matignon pour rencontrer Sébastien Lecornu. Est-ce que vous y allez par courtoisie républicaine ou est-ce que vraiment vous y allez avec la volonté de trouver un accord? Alors, on n'y va pas pour négocier. Je veux aujourd'hui vous dire que les choses sont extrêmement claires chez nous. Déjà, on ne rentrera pas au gouvernement, mais ça va mieux en le disant. Et deuxièmement, on y va pour lui dire, bon, nous, on a mis nos propositions sur la table. C'est assez clair. Désormais, qu'est-ce que vous proposez? On y va plutôt pour entendre la manière dont lui voit les choses, dont il imagine la stabilité pour le pays et dont il imagine aussi de porter une forme d'alternance, parce que c'est aussi ce que nous demandons. Mais ça veut dire que vos propositions, c'est à prendre ou à laisser? Nos propositions sont sur la table. On veut sa réaction. Mais il y a des choses qui sont intangibles. Le respect des principes républicains, il me semble que ça, c'est pas quelque chose qu'on va aller négocier à la découpe. Après, il y a des choses... ça veut dire quoi, juste le respect des principes? Le respect de l'état de droit, respect de l'exemplarité républicaine. Enfin, pour moi, c'est le genre de choses sur lesquelles on ne va pas mégoter. Le respect des droits fondamentaux. Vous avez des doutes là-dessus de la part de Sébastien Lecornu? Non, mais je préfère toujours entendre ses engagements. Vous savez, moi, quand j'entends Bruno Retailleau qui commence à dire il faudrait que ce gouvernement lâche un peu plus sur l'immigration, sur machin, sur truc, je me dis, bon, il ne faudrait pas qu'il se laisse entraîner sur cette pente-là. Et je me dis, autant rappeler une chose, on a une devise, liberté, égalité, fraternité. Le Premier ministre, il est aussi garant de tout ça. Et je ne crois pas que c'est Louis Vogel qui me dira l'inverse. Donc, voilà, on va dire les choses. Mais dire les choses, c'est aussi... dire qu'on a mis des choses sur la table il y a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, avec notamment notre plan alternatif sur le budget, avec les grandes propositions qu'on a, je vais le redire rapidement, mais sur la justice fiscale, donc la mise à contribution des plus grandes fortunes, sur le fait que les catégories populaires ne doivent pas payer aujourd'hui l'effort que les plus riches cherchent à ne pas payer. Donc voilà, c'est des choses assez simples finalement. Et puis évidemment, la question des retraites. Voilà, vous connaissez globalement le package. Lui-même, je l'espère, le connaît. Et donc, on n'y va pas pour répéter ad vitam aeternam des choses qui sont écrites noir sur blanc, mais plutôt pour dire qu'est-ce que lui en fait. Louis Vogel, est-ce qu'il faut que Sébastien Lecornu trouve un accord avec les socialistes, quoi qu'il en coûte? Moi, je pense que la situation est assez grave quand même pour le pays. Et c'est ça l'idée qu'on doit avoir en tête. Et je pense que Sébastien Lecornu, c'est l'homme de la situation, parce que j'ai bien compris, il y a un certain nombre de demandes, il y a quelque chose qui est sur la table. Et Sébastien Lecornu, pour ce que j'en sais, d'abord, il aime la France. Et puis, c'est un homme de conviction. Et surtout, je pense que c'est un homme de dialogue, parce que là, il va falloir quand même écouter et négocier. Je crois que... Et je pense, et le Sénat a quelque chose à voir là-dedans. Vous savez, nous, ici, on est surtout des élus locaux. Moi, j'étais... et on est dans le dialogue permanent. Moi, j'étais maire de Melun et président de l'agglomération de Melun pendant 10 ans. Et ben, j'ai constamment négocié avec Grand Paris Sud, contrôlé par le PS, Michel Bisson. Et on a fait beaucoup de choses ensemble. Hein, et on a réussi à faire quelque chose. La plus grande zone d'activité d'Île-de-France, c'est là. On l'a géré ensemble. L'hôpital, on l'a fait ensemble. C'est l'hôpital de Melun-Sénart. Le TZN, il passe, il n'y a pas de frontière territoriale, il commence à Sénart et il arrive à Melun. Donc il faut qu'on trouve des accords. Et c'est vrai que ce dialogue permanent, en local, si c'est possible en local, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire aussi en national. Bon, je vais vous dire, on dialogue aussi à l'Assemblée nationale, hein, contrairement aux idées reçues. Alors je sais bien qu'on est ici sur Public Sénat, mais bon, on a voté un certain nombre de lois à l'unanimité. Oui. Enfin, moi-même, je suis auteur de lois sur les influenceurs. Donc voilà, je ne crois pas qu'on ait grand-chose à apprendre du dialogue, mais ce qu'on attend aussi, c'est l'alternance. Et donc du coup, des gestes forts, au-delà d'une capacité d'écoute, de dire, ben voilà, comment on va aussi tirer un trait sur ce qui a été fait jusque-là. Oui. Parce que si on a la continuation du macronisme par lui-même, derrière, ça sera aussi, même causes produiront les mêmes effets. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Un dialogue, ça veut dire qu'on négocie, on fait des compromis. Il y a bien sûr un certain nombre de choses, vous les avez rappelées tout à l'heure, sur lesquelles vous ne bougerez pas, les fameuses lignes rouges. Mais quand on entame un dialogue, on ne commence pas par dire ça. Il y a tout le reste sur lequel on peut très facilement tomber d'accord. Juste, pardon, Louis Vogel, ça veut dire que Sébastien Lecornu il doit rompre avec le macronisme et avec les fondamentaux du macronisme? Vous voyez, le macronisme, ça va être évolutif. Hein, il doit s'adapter à la situation présente. Je pense que le Premier ministre doit tomber d'accord avec des partenaires pour que ce pays puisse sortir de l'ornière et pour qu'on puisse redonner à la France ce que les Français demandent, la stabilité. Il faut que ce pays soit stabilisé. Et donc, il faut négocier.
Et donc, est-ce que vous êtes prêt à accepter, par exemple, la mise en place d'une taxe Zucman et la suspension de la réforme des retraites? Alors, on va y aller en 2 temps. La taxe Zucman. Oui. La taxe Zucman, je trouve, pour y répondre très clairement, moi je pense qu'il faut faire de la justice sociale et profiter de ce budget pour la réaliser du point de vue fiscal. Je trouve que la taxe Zucman, c'est une mauvaise réponse à une excellente question. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Alors quoi? Dans cette direction. Non, mais on va rétablir l'ISF qui a été supprimé par le Macron. Il y a des choses à faire. Ça n'ira pas assez loin, parce que je veux dire, on a besoin de 10 à 15 milliards d'euros. Il y a des choses à faire sur les hauts revenus, qui va tout à fait dans ce que vous demandez depuis longtemps, sur le patrimoine, pas sur le patrimoine professionnel. Je reviens sur la taxe Zucman. Ce qui me gêne dans la taxe Zucman, d'ailleurs, même François Hollande a dit qu'il faut être prudent avec ça, c'est que ça touche au patrimoine professionnel. Je ne rappelle pas le mécanisme, très grossièrement, on va taxer les entreprises qui sont contrôlées par les 500 plus grandes fortunes en tenant compte des valeurs comptables et des valeurs boursières. Le problème de cette chose-là, d'abord, c'est du capital professionnel. Vous voyez, et il n'y a pas de rapport entre, par exemple, une valeur boursière et l'argent réel dont dispose ce chef d'entreprise. Moi, quand vous prenez les start-up, elles sont en bourse cotées énormément et en fait, elles ne sont pas rentables. Donc il y a un décalage. Je trouve que ça manque de réalisme. Il faut faire... Attendez, on en a parlé avec Hervé Zucman, je vous répondrai sur les différentes failles. C'est un exemple parmi d'autres. Identifié en tout cas. Oui, je trouve que c'est pas la peine de se bloquer là-dessus. Je pense que je crois que François Hollande a terminé en disant mais il ne faut pas taxer trop. Parce que c'est pas la bonne direction. Bon, parce que ça va mettre nos entreprises en difficulté. Qu'est-ce qui va se passer pour nos start-up? Il va se passer que si elles sont affaiblies financièrement, soit elles vont ailleurs, soit surtout elles sont rachetées par les Chinois ou les Américains. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut taper. Bon, je réponds juste sur ces points parce que j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça. Oui, mais rappelez pour moi c'est pas fondamental. De qui on parle? Déjà on parle de 1800 personnes qui sont propriétaires de plus de 100 millions d'euros de patrimoine et du patrimoine essentiellement financier. Mais qu'est-ce que c'est? En général, on va mettre aussi, quand on est très riche, tout son patrimoine, ses yachts, ses villas, ses machins, dans des foncières. Et donc le sujet aussi aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à taxer le patrimoine des ultra-riches parce qu'il va être mis dans des foncières. Et donc tout l'enrichissement de ces plus grandes fortunes, il faut quand même rappeler que leur patrimoine a doublé en l'espace de 8 ans, est passé de 600 à 1200 milliards d'euros. Donc il y a quand même un sujet de fiscalisation de ce patrimoine. Oui. Que dit-on? Oui, il y a peut-être un sujet sur les entreprises du numérique, parce que c'est une capitalisation qui est pour l'essentiel presque spéculative, puisque la valeur va s'envoler très vite. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on peut dire, sur certaines entreprises, il y en a peut-être 2-3, on peut négocier des choses. De toute façon, l'administration fiscale est en capacité de négocier. Derrière, on peut aussi étaler le paiement, puisque à un moment ou à un autre, les gens vont vendre ces actions, qui pourront aussi différer le paiement. On peut aussi décider que ces paiements peuvent se faire en actions. Ça peut renforcer l'État actionnaire. Moi, si, par exemple, demain, l'État se retrouve actionnaire de Mistral AI à hauteur de 2%, écoutez, pourquoi pas? Je ne dis pas non. Parce que derrière, ça va renforcer l'État. Donc il faut aussi réfléchir à cette stratégie-là et la manière dont on peut payer en actions, parce que ça évitera justement de vendre à des fonds souverains asiatiques ou américains. Et donc, si vous êtes d'accord avec ce principe de payer en actions, et du coup, vous êtes aussi pour la taxe. Je vous laisse répondre. Mais juste pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pourriez tomber d'accord sur une taxation des plus riches, alors qui ne serait apparemment pas la taxe Zucman, parce que là on a compris que vous n'êtes pas d'accord, mais sur une autre forme de taxation des plus riches? Est-ce qu'elle est nécessaire pour vous, Louis Vogel? Bien sûr. Je pense que l'objectif de justice fiscale, il faut redonner de la confiance à nos concitoyens. L'objectif de justice fiscale, c'est fondamental. Et donc, moi, je suis d'accord avec ça, avec l'objectif. Je trouve que la modalité taxe Zucman, elle n'est pas bonne. Vous avez évoqué Mistral AI. 14 milliards d'euros de valorisation boursière, elle n'est toujours pas rentable. Et on va la taxer. Non, mais c'est pour ça que je viens de vous proposer une solution. Non, mais on va trouver des solutions. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous voyez, il va falloir qu'on négocie tous les deux. On va faire le programme. Mais vous voyez, il y a moyen de sortir. On est d'accord sur le principe. Plus de justice fiscale, ça veut dire fiscalisation du patrimoine, mais pas du patrimoine professionnel. Il faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, Sébastien Lecornu, c'est une des premières choses qu'il ait dites. Nos entreprises, c'est ce qui va nous permettre de rétablir la stabilité financière, économique, sociale de ce pays. Donc ce n'est pas là-dessus qu'il faut taper. C'est le patrimoine privé des personnes, il faut faire quelque chose pour les ultra-riches.
Le patrimoine immobilier, c'est là qu'il faut aller. Moi, je suis un partisan de la révision des niches fiscales. Il y a plein de niches fiscales, il faut remettre ça sur le tapis. Vous voyez, il y a moyen... Mais bien sûr, vous êtes d'accord. Donc, vous voyez, voilà, donc on peut tomber d'accord. On peut tomber d'accord parce que sur l'objectif final, on est d'accord. Mais pas sur le dos certaines des plus modalités. précaires, pas sur le dos des plus précaires, avec une hausse indirecte de l'imposition ou de la non-entrée dans l'impôt des classes populaires et moyennes. Donc, ça veut dire qu'on peut s'attaquer à la dette sans augmenter les impôts? Nous, l'objectif, c'est évidemment de ne pas augmenter l'impôt. De pas augmenter pour personne, enfin, sauf pour les plus riches. Sauf pour les plus riches. Mais... Ceux qui ont été épargnés par les politiques macronistes depuis 8 ans. Ceux qui ont fait que chaque année, on s'est appauvri de 60 milliards d'euros parce qu'on les a exonérés de la participation à l'effort national. Édouard Philippe, depuis le début, a dit qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Je rappellerai quand même que c'est Édouard Philippe qui a supprimé l'ISF, mis en place la flat tax et qui a contribué à la situation économique et financière difficile dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Oui, enfin, et la situation financière difficile dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle n'a pas commencé avec Édouard Philippe. Ça fait 40 ans que ça dure. Non, mais les déficits les 60 milliards accumulés, du rapport de la Cour des comptes qui nous manquent chaque année, ces 60 milliards de cadeaux fiscaux faits aux plus fortunés, le moment en fait où on va déséquilibrer le rapport, c'est l'arrivée du macronisme avec l'idée de la théorie du ruissellement. Je ne vous le ferai pas, mais on a dit on va protéger les plus riches, on va les faire payer moins d'impôts parce qu'ils vont plus consommer. On a vu le résultat, c'est qu'on a taxé les plus pauvres et qu'aujourd'hui, on continue. Enfin, François Bayrou voulait continuer. Oubliez le macronisme, oubliez tout ça, et reconstruisons ensemble la France d'aujourd'hui et de demain. Et Sébastien Lecornu est là pour ça. Je vais vous dire que pour l'instant, je reste assez sceptique parce que ça demandera des choix importants et des choix audacieux et des choix qui nécessitent parfois de penser contre son propre camp. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, quand j'entends les Républicains, ils soient totalement prêts à aller jusqu'au bout sur ce principe de justice fiscale. Édouard Philippe, puisque vous l'avez évoqué, a dit deux choses. Il a dit il faut qu'on ait des compromis budgétaires pour établir un véritable budget très rapidement, parce que le pays en a besoin, c'est possible et c'est indispensable. C'est l'intérêt supérieur de ce pays de trouver des accords. Donc, si vous êtes de bonne volonté, et je sens que vous l'êtes, parce qu'on peut se rapprocher... On peut être pour le dialogue, mais aussi prudent, parce que nous, on n'ira pas renier ce pourquoi on a été élu, c'est-à-dire l'idée d'une alternative et l'idée de la justice sociale. Donc j'entends que vous partagez la nécessité de mener une politique de gauche. Bon, maintenant, j'attends de voir jusqu'où ça ira, et notamment, je rappelle quand même qu'on a aussi ce garde-fou sur les principes républicains, parce que moi, je ne voudrais pas qu'on nous cède, par exemple, un peu plus de justice fiscale, je te donne un milliard par-ci ou par-là, et en échange qu'on nous dise je vais renforcer ma politique de précarisation des marginalisés. Non, je vais vous dire ce que moi je voudrais qu'on renforce. L'ordre, vous savez, cette espèce de rhétorique martiale de Bruno Retailleau qui a de m'agacer profondément. Bon, attendez, mais je pense que c'est très important que l'objectif de sécurité, l'armée, la justice, vous avez parlé d'état de droit. Oui, tout à l'heure, vous avez commencé par l'état de droit. La défense de l'état de droit. Mais bien sûr, mais ça passe par les cris de la justice. Moi, je suis rapporteur du budget des prisons. L'état de droit, ça se passe là. Hein. Donc, je pense que l'armée, la justice, la sécurité, c'est des données importantes. On ne va pas les sacrifier. Donc, mais vous êtes d'accord avec ça? Vous avez commencé avec ça. Voilà. Et la justice fiscale, je suis d'accord. Bon, alors là-dessus, vous êtes d'accord. Il y a un sujet sur lequel vous serez peut-être moins d'accord, c'est la réforme des retraites. Est-ce que, pour vous, il faut attendre 2027 ou est-ce qu'il faut toucher à la réforme des retraites dès maintenant? Alors pour moi, la chose est très claire. La réforme des retraites, c'est la réforme la plus impopulaire qui est passée depuis 2017. Donc on ne peut pas continuer parce que chaque année qui passe, chaque 6 mois qui passent, c'est un trimestre de plus pour des personnes qui vont du coup partir plus tard en retraite. Donc il faut absolument arrêter cet engrenage infernal qui fait que sinon en 2027, finalement, on aura pris encore plus d'1 an de retraite supplémentaire. Donc non, nous évidemment on s'y oppose, on demande l'abrogation de la réforme Borne, moins sur la mesure d'âge, pas de l'ensemble, et quitte à reposer le débat du financement en 2027, parce qu'on peut comprendre qu'il y a des difficultés de financement, mais aujourd'hui on a budgété ces 3 milliards d'euros, la suspension de la réforme des retraites. Donc je crois que c'est quelque chose qui est soutenable, et que sur un objectif d'apaisement du pays et de retour à un consensus démocratique, c'est peut-être quelque chose qui est obtenable, surtout qu'on considère qu'il n'y a pas de nécessité de refaire un conclave dont on a vu l'impossibilité d'aller jusqu'au bout. Et je crois que Sébastien Lecornu va dans ce sens, puisqu'il ne veut pas rouvrir ce fameux conclave auquel il veut bien. Pardon, juste Louis Vogel, vous êtes d'accord sur la suspension de la réforme Borne? Moi, je pense, je ne vais pas parler à la place du Premier ministre, c'est à lui de négocier finalement l'accord, mais je pense que le fait qu'il ne veuille pas rouvrir le conclave des retraites que Bayrou avait lancé, ça va
dans la bonne direction et ça nous permettra peut-être de trouver un accord sur ce sujet. Donc du coup, vous pensez qu'on peut suspendre l'entrée en vigueur de la réforme Borne? Moi, je vais pas prendre position à la place du Premier ministre, mais je pense que il est d'accord sur ce plan pour aller dans le sens... on ne va pas se compliquer. On a d'autres sujets que celui des retraites à traiter immédiatement. Donc on ne va pas créer, pour vous, c'est une ligne rouge, les retraites, vous l'avez répété assez souvent. Il faut qu'on négocie. Donc le conclave des retraites, il en reste là où il est. Mais juste sur la réforme Borne, parce que pardon, mais Édouard Philippe, il parlait d'un report de l'âge à 65, 66, voire 67 ans. Aujourd'hui, vous dites on suspend la réforme qui pose les 64 ans. Édouard Philippe a dit une chose très importante. Il faut que nous trouvions un accord avec ceux qui voudront trouver un accord avec nous, avec tous ceux qui sont de bonne volonté, et un accord signifie des compromis. On ne va pas dire je reste sur mes positions telles que... Mais y compris en touchant à la réforme Borne. Pardon ? Y compris en touchant à la réforme Borne. Y compris, je ne vais pas dire ce qu'on va faire exactement, mais en tout cas, nous sommes ouverts à toute discussion et le Premier ministre va dans le même sens. Voilà, vous voyez, on ne peut pas mieux dire. Bah écoutez, j'ai bien fait de venir sur Public Sénat parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est atteignable. Pas de fascisation du débat public, pas de pénalisation des catégories populaires. Bon, maintenant, il reste encore quelques petits points. Non, mais un effort pour la transition écologique. Pour l'investissement des collectivités locales. Peut-être que là, il y a aussi un point d'accord possible. Vous avez vu que Sébastien Lecornu a annoncé un grand programme de décentralisation. Il a annoncé... Enfin, moi, collectivité annoncé par Emmanuel locale, Macron depuis 2017. Hein. Oui, mais ça va être un thème. Et nous, on en parle au Sénat, on en parle depuis que je suis sénateur, et même avant que j'arrive, on en parlait déjà. Donc il est peut-être temps d'y aller dans ce sens, de simplification, de redistribution des pouvoirs. Vous mettez quoi derrière cette grande loi décentralisation ? Pardon ? Vous mettez quoi derrière cette grande loi décentralisation, vous ? Écoutez, on a 2 rapports qui ont été rendus. Le dernier, c'est par Éric Woerth. Et puis, il y avait le rapport Ravignon avant. Il y a des tas de choses. Sur le millefeuille territorial. Non, mais il y a des tas de choses à faire en matière de simplification, de redistribution des pouvoirs. Le président Larcher, quand le Premier ministre est venu au Sénat, il y a eu une question qui a été posée. Où en êtes-vous, monsieur le Premier ministre précédent, Bayrou, en matière de décentralisation? C'est donc vraiment un sujet qui est sur la table. Et c'est en parallèle avec les 5000 maisons de santé. Moi j'ai un département. Tout ça, il faut remettre des choses sur le territoire. Moi, je suis élu dans un des départements les plus sinistrés du point de vue de la désertification médicale. On est en queue de peloton. Tout ça arrive. Il faut s'occuper de nos territoires. Il faut faire des choses concrètes. Quand je vois des maires, ils disent « mais qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. Il faut que ça arrive à l'endroit où sont les gens. » Donc je pense que tout ça, ça va dans la bonne direction. Bah écoutez, non, mais moi, s'il y a par exemple des choses qui sont faites sur les déserts médicaux, etc., évidemment que nous... Vous êtes d'accord ? D'accord. Mais je crois que tous les Français sont d'accord. Après, sur son premier déplacement, c'est symbolique, mais j'attends encore de voir ce qu'il entend par Maison France Santé, parce que ça reste quelque chose d'extrêmement flou. Il y a aujourd'hui, c'est vrai, des collectivités locales qui investissent beaucoup sur la création de maisons de santé. De maisons médicales. C'est le cas voilà, dans la plupart, finalement, des collectivités locales, parce qu'on a un vrai sujet derrière tout ça. On aura beau avoir les plus belles maisons, mais on n'a pas de médecins. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les médecins vont s'installer dans les zones sous-denses, où on a aujourd'hui des pénuries de déserts médicaux. Vous savez d'ailleurs qu'à l'Assemblée nationale, on a voté une loi sur la régulation de l'installation des médecins qui devrait permettre de lutter justement contre ces zones sous-denses. Mais derrière, voilà, c'est un vrai sujet. Non, et j'attends peut-être des engagements plus précis. Et vous voyez, on est d'accord là aussi. Et autour de Guillaume Garot hier, on avait tous les parlementaires du groupe de travail sur les déserts médicaux qui étaient réunis hier à Laval, justement pour continuer... Qui est juste député socialiste de la Mayenne et qui s'occupe de ces questions-là chez vous. Et qui est porteur de la loi sur la régulation de l'installation. Et on a plein de choses à faire ensemble. Moi, par exemple, à Melun, j'ai fait s'installer une faculté de médecine, parce qu'avec des bourses à la clé, etc., pour que les médecins s'installent sur mon territoire. Il y a plein de choses à faire, et on peut les faire ensemble. Non, mais ça, je pense que sur la question de la santé, on peut avancer. Mais si vous êtes pour la régulation de l'installation des médecins, je suis preneur, parce qu'à l'Assemblée nationale, on avait quelques difficultés avec une partie du groupe Horizon. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ce message. Pas tout, parce qu'il y avait des députés Horizon qui étaient pour. Hein. Mais, je tiens à dire. Non, mais souvent... Mon collègue Jérémy Patrick. Il y a 2 éléments dans ce débat. Il y a l'objectif que nous voulons atteindre tous les deux, ensemble. Par exemple, la lutte contre la désertification médicale et les modalités pour y parvenir. Moi, je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire que la régulation du nombre de médecins. Bon, mais bien sûr, parce que c'est une profession libérale et qu'ils ont beaucoup de mal à accepter une régulation de quelque ordre que ce soit. Mais il y a plein de choses à faire. Et on peut les faire ensemble. Et nous avons intérêt tous les deux à ce qu'il y ait plus de médecins sur nos territoires. Voilà. Et les socialistes qui ont donc fait le choix d'aller discuter, sans négocier, on l'a compris, avec Sébastien Lecornu. Ce n'est pas le choix de la France Insoumise. On va écouter ce matin Manuel Bompard, invité d'RTL.
toute personne qui observe ce qui s'est passé depuis que cette non-censure a été accordée à M. Bayrou voit bien que la situation du pays est encore plus difficile d'un point de vue social. Il a laissé M. Retailleau parader avec des saillies de plus en plus insupportables. Donc oui, évidemment. Et par ailleurs, par là même, pour se faire rouler, ils envoient valdinguer, pardon du terme, le programme du nouveau Front Populaire que nous avons défendu ensemble l'année dernière. Et moi, je crois que quand on a défendu un programme, un an plus tard, il faut rester fidèle au programme qu'on a défendu devant les électrices et les électeurs. Moi, je crois à la fidélité à la parole donnée devant le peuple. Et je trouve que l'attitude du Parti socialiste de ce point de vue-là est consternante. Est-ce que vous voulez répondre, question pour moi. Ce qui est consternant, c'est de se dire qu'on est arc-bouté, mais qu'on est résolu à l'impuissance. Aujourd'hui, moi, je sais avec quoi j'ai été élu. Avec les espoirs de changement de millions d'électeurs qui ont porté le nouveau Front Populaire avec près de 192 députés, 193 initialement à l'Assemblée nationale. Donc oui, ce changement a fait de nous la principale force politique. Malheureusement, on a vu aussi la colère générée par les décisions d'Emmanuel Macron de ne pas reconnaître des résultats issus des urnes. Donc on pourrait se dire, bon, on en reste là, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, même si on est la principale force politique à l'Assemblée nationale, on reste minoritaire. Et donc du coup, comment est-ce qu'on obtient de changement ? Comment est-ce qu'on arrive à porter une politique alternative ? Il faut bien négocier. Donc moi, je conteste évidemment le choix de Sébastien Lecornu au gouvernement. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à obtenir la stabilité et l'alternance ? Et je ne sais pas si Sébastien Lecornu est la bonne personne pour cela. Je vais même faire part de mes réserves profondes, parce que là, ici, on a une discussion courtoise. Mais j'attends de voir comment Sébastien Lecornu lui-même est en capacité de résister à la pression de M. Retailleau et consorts. Parce que le sujet, il est là. Mais juste, pardon, la présence de Bruno Retailleau au gouvernement, pour vous, c'est une ligne rouge ? Moi, je vous ai dit, en préambule, qu'il me semblait nécessaire d'être ferme sur les principes républicains. Et aujourd'hui, je considère que par la remise en cause des décisions du Conseil d'État, des décisions du Conseil constitutionnel, par cette chasse permanente faite aux étrangers en France, dont une grande partie ne demande juste qu'à travailler, qui ont leur famille, leurs enfants. Tous les mois, je reçois, toutes les semaines, à ma permanence, des personnes qui travaillent, qui sont insérées, qui sont là depuis des années, et qui sont les victimes des politiques de Bruno Retailleau. Oui, cette politique xénophobe, je le dis, portée par Bruno Retailleau, elle m'insupporte et elle me paraît profondément contraire aux valeurs de la République. Je le dis très clairement. Donc, ce n'est pas Bruno Retailleau lui-même, c'est ce qu'il véhicule comme horizon politique qui doit aujourd'hui prendre fin. Et ça, c'est l'une des choses, moi, que j'attends du Premier ministre, qui est de dire « stop ». Aujourd'hui, on a une République, ses valeurs, c'est la fraternité. Il faut aujourd'hui faire en sorte que quand on est étranger, qu'on est intégré, qu'on travaille en France, on ne se retrouve pas avec des OQTF, ce qui est malheureusement le cas. Qu'en dites-vous, Louis Vogel ? Bon, juste un mot. Moi, je n'ai pas de problème avec Bruno Retailleau. Je trouve qu'il ne remet pas en cause l'état de droit. Il l'a dit lui-même. Hein. Non, mais l'état de droit, il existe. Il a un problème avec l'état de droit. Franchement, il suffit de le voir à l'œuvre au Sénat. Il est profondément attaché à notre système juridique et aux valeurs qui sont les nôtres, qui sont très différentes de celles de beaucoup d'autres pays. Donc, je pense que chacun a sa place dans ce gouvernement. Alors après, c'est au Premier ministre de faire régner l'harmonie entre tous les membres, toutes ces particules. Je le redis, les socialistes n'y participeront pas. Donc, c'est pas. Voilà. Non, mais... Toutes ceux. Vous savez, moi, je crois qu'il si on prend le problème à la base, il y a quand même. Je crois d'ailleurs que c'est la Fondation Jean Jaurès qui l'a. Bien, vous avez travaillé pour la Fondation Jean Jaurès, qui est donc je la cite volontairement. Il y a un malaise démocratique dans notre pays. Il y a un manque de confiance dans nos institutions, il y a un manque de confiance dans les politiques, sauf les maires, qui sont adoubés à 70%. Donc, quelqu'un qui défend nos institutions et qui remet de l'ordre dans un certain nombre de domaines et qui lutte contre des endroits où le droit n'est pas respecté, c'est quelqu'un qui a sa place au gouvernement. On en a besoin aujourd'hui dans le contexte actuel. Merci à tous les deux. Et avant de se quitter, on va terminer par l'histoire du jour. Savez-vous quelle est la ville championne de la courtoisie dans les transports ? Melun. C'est pas chez vous. Je vous dis, petit indice, c'est pas dans vos départements. Je ne savais pas qu'il y avait un baromètre. Et il y en a un. Et c'est la ville de Toulouse. Les Toulousains qui disent merci et au revoir à leurs chauffeurs de bus. C'est une habitude dans la ville rose. Visiblement, c'est moins le cas ailleurs. Une courtoisie appréciée qui fait peut-être mieux passer les embouteillages. Elle est plus difficile à appliquer dans le métro qui, lui, à Toulouse, est automatique. Vous le saurez. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve avec grand plaisir demain. Très bonne journée sur Public Sénat.